L'état de siège est un échec. C'est le chef de l'État n'a pas en effet mesuré la portée de ce qu'il faisait, j'ai l'impression. Vous voulez décréter l'état de siège sans pourtant maîtriser tout le contour. Donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a échoué sur le plan sécuritaire. Si on vous peint les tableaux sécuritaires de notre pays, vous essayez de lier ça avec le régime de M. Félix Tshisekedi, il a profondément échoué. Aristote, c'est l'introduction. Il ne faut pas voir, il ne faut pas seulement voir les côtés négatifs de l'état de siège. Voyez aussi les choses positivement. Il y a l'armée qui, dans plusieurs rapports, a fait savoir que l'état de siège a réduit sensiblement les trafics de minerais par les forces négatives. Il y a plusieurs territoires qui ont été également récupérés. Moi, je voudrais aussi que M. Corneille Nangaa essaye de commenter sur la récente déclaration de M. Museveni sur Joseph Kabila, un président de la République en exercice qui porte son doigt sur Joseph Kabila en le traitant comme quelqu'un qui a été des mèches en termes de financement, bien sûr, des ADEF. Vous imaginez que le Congo, à une certaine époque, a eu un président, mais qui a été des mèches avec de groupes rebelles. Ça, c'est une grande déclaration. Depuis que nous avons fustigé le comportement nocif de M. Paul Kagame, qui aujourd'hui est l'instigateur, parce que c'est lui qui est à la tête du Rwanda, le pays agresseur que nous considérons aujourd'hui par rapport à la RDC. Est-ce que vous avez déjà entendu, parce qu'on parle de Joseph Kabila, ce n'est même pas une manière d'invectiver sur Joseph Kabila, mais est-ce que vous avez déjà entendu Joseph Kabila fustiger le comportement ou les attitudes de Kagame tout en citant son nom? Il a toujours brillé par son silence assourdissant. Non mais qui est congolais et qui ne l'est pas? Nous sommes à quelques 6 mois des élections. Et l'état de siège est un régime de restriction. On ne peut pas aller aux élections avec l'état de siège. Parce que comment on va battre campagne lorsque le régime d'état de siège encourage ou l'administration est militaire, une restriction de la liberté d'expression, une restriction de la liberté d'association, et donc on ne peut pas dans ces contextes-là aller aux élections avec l'état de siège. Et donc il fallait trouver une solution. Et la table ronde, c'est un dispositif qui permet d'aller vers ce résultat, soit de qualification, soit de lever l'état de siège. Moi je pense que l'option à trouver aujourd'hui, c'est le moyen terme. Il faudrait requalifier l'état de siège. Requalifier veut dire ramener le pouvoir civil au niveau des provinces, réduire l'aire opérationnelle de l'état de siège à des provinces ou à des territoires bien définis. On peut par exemple avoir une zone spéciale dans le Djougou qui reste un point important de Kodego, et dans l'aire opérationnelle bien définie, on maintient les opérations militaires dans les zones rouges, dans les zones rouges, mais on remet le pouvoir civil au gouverneur, on remet les instances provinciales et on permet, dans le cas de la campagne, que les populations puissent librement s'exprimer, les candidats également, et que nous ayons des élections dans un cadre de liberté. Mais c'est Félix Tshisekedi est à la tête d'un État fragile. Nous avions cru qu'il était venu faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, ou soit Japon, je ne sais pas tout ce qu'il a promis aux Congolais, mais il est à la tête d'un État fragile, incapable de déloger le groupe rebelle, incapable d'avoir une recette sécuritaire cohérente pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Mais sous Joseph Kabila, si vous faites le groupe rebelle, en fait, on toujours fait parler on a cité Kabila ici. Oui. Je dois citer Kabila. Ne pensez pas que je suis venu ici. On a cité Kabila. Je dois répondre. On a cité Kabila, je vais répondre. Mais la situation ne semble pas évoluer. Donc, Tshisekedi a hérité de la même situation. Félix Tshisekedi était venu faire mieux que Kabila et le PPRD. Il est venu pour corriger le PPRD. C'était ça son discours. Vous aviez échoué sur toute la ligne, vous avez mal organisé les élections. Il a même parlé de Bic Rouge. Sur le plan sécurité, vous avez échoué. Leurs adeptes sont allés plus loin pour dire si les choses n'évoluent pas à l'Est, c'est parce que Kabila est tanzanien, Kabila est burundais, Kabila est rwandais. Non, ça il n'a pas dit. Non, écoutez. Tshisekedi n'a pas dit. J'ai dit les adeptes de M. Félix Tshisekedi. Nous avions cru qu'une fois Félix Tshisekedi au poste, on ne parlerait plus de l'insécurité à l'Est. Parce que selon ces adeptes, les discours que j'entends, c'est Kabila qui bloque, il est tanzanien, il est ainsi dessus. Mais aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir, mais il y a insécurité. On a tenté avec l'état de siège, c'est un échec. Donc, ce qui revient à dire, le problème c'est de restaurer l'autorité de l'État, faire d'un État puissant, fort. En quoi faisons je vais arriver. Il y en a de la matière, ne vous en faites pas. Allez-y rapidement. Ça manquerait même de criches. Il y en a de la matière, ne vous en faites pas. Donc, ce qui revient à dire, le vrai problème aujourd'hui, c'est faire de l'État un État fort et puissant. Puisque vous parlez de Kabila, chers messieurs, puisque vous citez Kabila, vous faites référence à Museveni. D'abord, je me pose la question, vous, État que Congolais, comment est-ce que vous donnez de la considération au propos de Museveni? Comment est-ce que vous prenez ce messieurs-là comme un homme crédible? Connaissez-vous la théorie de Museveni ici, la RDC?
Aviez-vous déjà lu la thèse ou les écrits de Museveni sur la RDC? Tout ce qu'il a toujours pensé sur la RDC, c'est très grave. Vous voulez dire que vaut mieux Museveni que Kabila? Vous vous accrochez à Museveni et vous voulez ici nous faire passer les propos de Museveni, monsieur? Je suis d'accord avec mon frère Christian Moleka. Parce que vous savez, dans ce débat, il ne suffit pas de fustiger, il ne suffit pas de critiquer. Il faut être à même aussi de proposer des idées pour aider l'État, effectivement, à pouvoir résoudre cette question. Parce que le parti politique que nous sommes, nous avons la responsabilité. J'ai entendu, on parle de politique publique. Mais quelles sont les politiques publiques du PPRD en tant que parti qui participe à la consolidation de la paix afin effectivement de proposer son offre politique de qualité sur cette question de la sécurité et défense. Il ne suffit pas de dire que Kabila, disons, Tshisekedi part ou encore que le gouvernement Sama dépose pour que c'est lui qui veut remplacer Tshisekedi ou Sama Lukonde vienne le remplacer. Merci de vous joindre à nous dans ces premiers numéros de la semaine de votre émission En débrief, réalisée et mise en onde demain de maître par Ngos Masela et Bisha Mavuna sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé ce lundi 14 août 2023 les travaux d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pendant 3 jours, soit du 14 au 16 août. Cette table ronde convoquée à Kinshasa doit déterminer la suite de cette mesure d'exception décidée depuis 2 ans et 3 mois en Ituri et au Nord Kivu. Plusieurs délégués, notamment les membres de la société civile de 2 provinces, des institutions du pays prennent part à ces assises. Que peut-on donc attendre de cette rencontre? Doit-on lever ou réqualifier le tas des sièges? Est-ce que les objectifs de cette mesure exceptionnelle ont été atteints? C'est notre première thématique. En deuxième lieu, nous allons parler du processus électoral. On fera le point sur la publication par la CENI des listes provisoires des candidats députés nationaux. Bienvenue dans cette émission, chers auditeurs. Je reçois sur ces plateaux, allais-je dire, Manix Ienda. Il est analyste politique, autrement connu sous les pseudonymes des députés de la rue. Bienvenue en débrief. Merci beaucoup pour cette invitation et en même temps, je salue les co-débatteurs avec qui nous allons échanger dans l'altérité, dans la tolérance et dans le respect mutuel. Et je salue le peuple congolais qui nous suit à travers cette émission. Merci beaucoup. Je suis également avec Aristote Ngarimé. Lui, il est secrétaire national adjoint en charge de communication de PPRD de Joseph Kabila. Bienvenue en débrief, Aristote. Merci, très cher journaliste. Je le suis. C'est Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, le parti de Joseph Kabila Kabangi. Le secrétaire permanent, je rappelle, c'est le camarade professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari. Je suis très heureux de participer à cet échange. Je crois qu'on va faire un débat républicain, intelligible. Je pense beaucoup plus à ma circonscription électorale. Je pense à mes frères de la province d'Iba-Ouélé, parce que je suis de Ba-Ouélé. J'ai été flatté quand on m'a dit « Aristote, nous vous suivons régulièrement sur RTGA, votre radio est beaucoup plus implantée. » Suivi à Kisangani environ. Dans la province d'Iba-Ouélé, je vous l'ai dit. Maintenant, là, ils sont là en train de nous suivre. Donc, je pense très sincèrement à mes frères et sœurs de Ba-Ouélé et de l'ensemble de la République du Congo. Merci pour cette invitation. Je me sens honoré. Je rappelle que vous êtes également un membre du FCC. Et aussi, dans ces plateaux, je suis avec Christian Moleka. Il est analyste politique, analyste indépendant et coordonnateur national de la dynamique de politologues de la RDC, DIPOL en sigle. Bienvenue en débrief, Christian. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir de partager ce plateau de qualité avec des gens que je connais d'ailleurs, avec lesquels on a déjà fait pas mal de plateaux. Je salue également Aristote Ngarimé, mais qui est également politologue. Et même s'il vient plus à la DIPOL, c'est également un politologue. Et voilà, nous sommes honorés de partager ce plateau avec vous. Et DIPOL reçoit tous les analystes, peu importe leur appartenance politique. La DIPOL est une corporation qui réunit essentiellement les politologues de la RDC. Donc nous sommes ouverts à tous les politologues de la RDC. Et quand je dis politologue, je pense également à nos amis relationnistes et également à tout ce qui ont fait sciences sociales de manière assez élargie. Et nous sommes présents dans 22 de 26 provinces du Congo. Alors, vous voulez participer à cette émission, chers téléspectateurs, écrivez-nous par WhatsApp ou sur SMS
au 097 30 50 850. Je rappelle le numéro 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, je dois vous confirmer que cette émission, vous allez la suivre sur RTGA World, notre télévision, demain mardi à 18h. Et déjà là, vous nous suivez en direct sur nos ondes FM. Alors, nous en venons déjà à notre... Je voudrais d'ailleurs, avant d'en arriver à la première thématique, en guise d'introduction, comme à l'accoutumée, Manix, vous avez un biscuit, un sujet d'actualité que vous aimeriez... ce que je peux, dans 2 minutes. Ce que je peux aborder comme sujet d'actualité, je ne sais pas si c'est un sujet d'actualité pour le reste, mais au moins c'est un sujet qui préoccupe quand même. Les problèmes qui se passent au niveau des LOGEFREM, le problème de l'actuel DG qui a été nommé comme membre... mandataire à Congo Airways. Exact. Et donc il y a un problème des cumuls des fonctions. Parce que la loi congolaise ne permet pas à un Congolais de cumuler 2 mandats en tant qu'administrateur dans 2 entreprises différentes. Et donc, ces problèmes-là, je crois qu'aujourd'hui, ça doit préoccuper non seulement le peuple congolais, mais aussi ça doit préoccuper le président de la République qui est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Mais la cacophonie s'installe à quel niveau? Parce que j'ai même suivi les justificatifs de l'actuel DG des LOGEFREM qui fait le cumul des fonctions, qui dit, c'est vrai, il est le DG, le directeur général des LOGEFREM, et en même temps, il se reconnaît comme membre du conseil d'administration par le fait que la loi reconnaît à LOGEFREM le droit d'être membre au sein du conseil d'administration dans l'entreprise ou société Congo Airways. Or, si vous lisez bien la loi, vous allez vous rendre compte que la loi met une nuance de taille. La loi dit, c'est LOGEFREM comme autorité morale qui est membre au sein du conseil d'administration de la société Congo Airways. Et la loi précise, parce que dans chaque entreprise, comme vous le savez, l'organe suprême, c'est le conseil d'administration. Et ce conseil d'administration est présidé par un président qui est en exercice, le jeune Amisi Makutano, qui préside effectivement le conseil d'administration de l'entreprise OGFREM. Et donc, c'est au conseil d'administration de désigner la personne physique qui va représenter l'OGFREM au sein du conseil d'administration de la société Congo Airways. Ce qui n'a pas été le cas parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une session ordinaire désignant un membre au sein de la société Congo Airways représentant l'OGFREM. Et donc, on comprend que le DG s'autoproclame membre du conseil d'administration sans être désigné par le conseil d'administration de l'OGFREM. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le DG récuse en réalité l'ordonnance du président de la République. Vous savez, l'ordonnance du président de la République a un caractère sacré. Parce qu'il s'agit d'un président qui jette les dévolus sur un sujet congolais par rapport à un domaine de l'État donné. Le président de la République vous confie la tâche de servir l'État dans un domaine bien précis. Et donc aujourd'hui, les DG, par le simple fait qu'il soit DG et il ne veut pas perdre la direction générale de l'OGFREM, voilà pourquoi il procède par le cumul de fonctions en même temps en tant que DG, mais aussi en même temps en tant que membre du conseil d'administration ont pris acte de la nouvelle ordonnance présidentielle portant nomination du DG d'OGFREM comme étant membre. Effectivement. Du Et conseil d'ailleurs, la société Congo Airways ouais. a saisi l'OGFREM comme personne morale par le biais d'une correspondance administrative demandant à l'OGFREM de lui envoyer le nom du délégué. C'est-à-dire, Congo Airways ne reconnaît pas le DG là-bas comme membre qui représente la société, qui représente l'entreprise Congo Airways. Et donc, cette cacophonie, je crois que par moment, il faudrait quand même faire prévaloir, justement, ce que nous disons tout le temps, l'état de droit, parce que lorsqu'on parle de l'état de droit, c'est un état dans lequel le respect des règles doit être des rigueurs. Et donc, moi, je demanderais, et d'ailleurs, s'il faudrait rester rigoureux par rapport à l'exigence de la loi, déjà, en réalité,
le DG en question a perdu sa fonction en tant que DG. Je vous retiens encore une Parce qu'il y minute. a un délai franc Une minute. où vous devez renoncer à Ouais. l'une des responsabilités et les délais est de 8 jours. J'aimerais que vous fassiez un peu une mise au point sur votre position actuelle. Vous appartenez désormais, excusez-moi si je dois dire que vous appartenez à l'Union sacrée, mais vous défendez depuis un bon bout de temps la vision du chef de l'État. Vous qui étiez pourtant un antifasciste lorsque vous étiez au sein de la famille politique, du parti politique de Matata Ponyo. On n'a pas compris, après votre sortie de la prison, vous avez carrément changé de tendance politique. Qu'est-ce qui explique ces revirements? Qu'est-ce qui explique cette réconversion, si je dois les dire comme ça? Vous pouvez utiliser n'importe quel vocable et vous vous rendrez compte que ça ne tiendrait pas la route. Parce que moi, en tant qu'acteur politique, je ne fais pas la politique au gré des sentiments de certains individus. Encore une fois, je ne reste pas indélébilement attaché au traditionnalisme politique avec des très mauvais clichés. Une très mauvaise compréhension de faire la politique tout en pensant que quand on fait la politique, on doit ipso facto être scotché par rapport à une tendance politique quelconque. Merci. Je voudrais... Non, mais je vous plaît, je suis en train de répondre. Ça va, ne soyez pas pressé. allez-y rapidement parce que la parole de tout. Moi, je voudrais vous poser, mais vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y. Vous avez une femme à la maison. Vous reprochez à votre femme le fait de rentrer à la maison tôt. C'est-à-dire, vous demandez à votre femme de rentrer tout le jour à la maison à 18h. Et votre femme ne le fait pas et vous le reprochez. Quelques années plus tard, votre femme commence à rentrer à la maison à 18h. Continuerez-vous à reprocher votre femme sur cette question de l'heure? Je dis non. D'où c'est pour vous dire que mon discours en réalité n'a pas changé. Merci. Mon discours a évolué. Moi qui a reproché Tshisekedi sur la question, par exemple, de l'hôpital Mama-Emo d'hier, aujourd'hui, l'hôpital de Mama-Emo d'aujourd'hui n'est pas l'hôpital de Mama-Emo d'hier. Alors pourquoi voulez-vous que je me maintienne dans le même discours alors que le fait politique progresse? Aujourd'hui, nous avons toujours réclamé que le jeune prenne part dans le circuit des décisions de la sphère politique dans notre pays. Aujourd'hui, on se rend compte que le président Tshisekedi essaye de faire confiance aux jeunes en leur confiant la responsabilité politique dans les différentes institutions de la République. Pourquoi je dois maintenir mon discours alors que les faits et les actes du président changent? Merci beaucoup, Manixi. Positivement d'ailleurs. Merci beaucoup, Manix. Sinon, on va dire, vous êtes dans quel parti politique actuellement? Encore une fois, vous pensez que pour que quelqu'un fasse la politique, il doit forcément être membre d'un parti politique. C'est vrai, la Constitution plante les décors par rapport aux partis politiques et aux regroupements politiques. Je suis acteur politique, porteur des idées et des offres de qualité, des offres politiques de qualité pour le progrès de notre nation. Et d'abord, je suis congolais avant d'être membre de parti politique parce que mon actuel slogan que j'utilise à tout moment, je dis la patrie avant le parti. Candidat député national? Encore une fois, Vous êtes député de la rue? Je suis député de la rue. Merci. Parce que c'est la rue qui doit être considérée et le peuple qui a fait confiance aux politiques qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du Parlement, ces politiques-là ont oublié la rue. Ils ont oublié les déshydratats de la population. Pourtant, c'est dans la rue qu'on trouvera les véritables problèmes du peuple. Merci d'expliquer l'essence même des députés de la rue, parce qu'il y a ceux qui pensent que la rue, c'est plutôt cette vulgarité. Encore, je vous informe, je ne suis pas candidat en oui. aucune manche électorale. Merci. C'est-à-dire, je n'ai pas utilisé ces concepts pour un intérêt électoraliste. Merci beaucoup, Manixi Yenda. Aristote Ngarime, rapidement, votre biscuit également. Ah, vous dites Aristote, rapidement. Excusez-moi. Je fais confiance à votre sincérité. Allez-y. Permettez. Ouais. Je fais confiance à votre sincérité. Je crois que vous allez respecter le temps d'antenne. Aristote, rapidement. Non. Aristote, donnez-moi le temps de parole. Allez-y. Voilà, si je peux aborder un examen final. En fait, cet exercice me rappelle souvent un examen qu'on appelait un examen final. Trouver un sujet qui n'a rien à voir avec votre sujet de dissertation pour donner un avis. Je parlerai plutôt de le mystère qui entoure le phénomène 16 milliards de dollars comme budget de l'État congolais. Il y a un flou autour de ce budget de 16 milliards. Nous, les politologues, nous définissons le budget comme étant une vision, la vision du gouvernement d'une manière chiffrée. Quand on arrive à chiffrer en effet la vision, c'est alors qu'on peut dire ça c'est le budget.
Je peux dire que je vais construire telle route, ça c'est un discours. Mais quand les gouvernements et régimes arrivent à chiffrer sa vision, ce qu'on appelle budget pour nous les politologues, nous disons ça c'est maintenant un budget conséquent. Mais on nous a présenté un budget de 16 milliards. On viendra me dire que ce sont des prévisions. On viendra me dire que c'est une vision. On viendra nous le dire. Il n'y a pas un problème. Mais je veux d'abord que nous puissions réfléchir par rapport à ces budgets de 16 milliards. Quel est réellement l'impact de ces budgets de 16 milliards, la vision du gouvernement d'une manière chiffrée en termes de 16 milliards dans la vie des Congolais? J'ai toujours dit que quelqu'un doit demander pardon au peuple. Si ce n'est pas Samalou Condé, ça doit être ministre des Finances ou quelqu'un doit demander pardon au peuple pour avoir menti à toute la République. On nous a présenté un budget de 16 milliards, mais jusqu'à présent, on ne ressent pas les effets. On ne ressent pas le changement de vie des Congolais par rapport à ce budget de 16 milliards. Si vous voulez beaucoup plus comprendre ça, il faut simplement consulter les fonctionnaires, consulter les enseignants, parce que j'évolue aussi dans ce secteur, consulter le médecin, consulter même les journalistes à la RTNC. On vous dira, mais où est parti le budget de 16 milliards? Je donne raison à la communauté internationale, au FMI et autres, quand ils ont fait des remarques et considérations sur ce budget. C'était un faux, le budget de 16 milliards. Il fallait revoir ce budget. Quelqu'un doit demander pardon à la représentation nationale. Quelqu'un doit passer à l'Assemblée nationale pour dire « Excusez-nous, nous avions menti. Il n'y a jamais eu un budget de 16 milliards. On a exagéré, on a extrapolé. » Donc c'est ça le problème. Vous savez, l'image qu'on a de l'union sacrée de ce budget, c'est comme une femme qui dit tout le temps, je sais très bien faire la cuisine, je sais bien nourrir mon mari, je sais faire la cuisine, alors que la santé de son mari est médiocre. Non parce que le mari est malade, c'est tout ça parce que la femme, elle s'est préparée, mais quand elle entre dans la cuisine et qu'elle fait la nourriture, ce n'est pas ce que son mari attendait, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait. Donc ce qui revient à dire, le budget là, c'est utopique. Nous sommes au mois d'août. C'est très grave le budget de 16 milliards. Donc, je pense que M. Félix Tshisekedi, en réalité, il n'a pas évolué. Merci. Dans son discours. Vous savez, M. Félix n'a pas évolué dans son discours. Ce n'est pas un slogan. Ce n'était pas une blague. Quand je dis que je fais le livre de promesses de M. Félix Tshisekedi, le livre de promesses de M. Félix Tshisekedi, 250 promesses non tenues de M. Félix Tshisekedi. Je le livre déjà, j'attends qu'on puisse déjà donner le go. Merci. On évalue l'opportunité pour déjà lancer. Donc, mais ce Félix n'a pas évolué, il est resté le même. Donc, ce qui revient à dire, le budget n'a pas été un budget réaliste, et sur terrain, on n'a rien senti en termes de l'amélioration. Peut-être, je le dis sous contrôle d'un politologue qui est là, Christian, vous savez, d'une manière simpliste, la politique est égale intérêt général. La politique, c'est l'organisation de la société en vue de réaliser un intérêt général. Du coup, la politique égale intérêt général. C'est l'intérêt général. Qu'est-ce que nous avons ressenti? Qu'est-ce que nous avons changé en termes d'intérêt général? Merci. Qu'est-ce qu'on a vécu par rapport à ces 16 milliards de dollars? Merci beaucoup, Aristote Ngarimé. Merci beaucoup, Aristote Ngarimé. Christian Moleka, rapidement aussi. Oui, juste un petit mot. C'est à propos de le constat que je fais. Depuis qu'on a commencé à donner les duplicata, il y a vraiment un vrai calvaire pour ceux qui vont pour retirer les cartes dupliquées. C'est juste une interpellation au niveau de la CENI de voir il y a une forte pression parce que pour tous qui sont de la commune de Barumbu, Kinshasa, ils viennent à la commune de Lingwala. Et il y a, je comprends, une équipe très restreinte qui est censée de prendre les gens venant de plus ou moins 5 communes. Et donc, il faut faire la file, il faut inscrire son nom, avoir le proche justiciable, puis vous mettez au moins 3, 4, 5 jours à revenir pour avoir la carte. C'est assez éprouvant pour certains. Et donc, que la CENI puisse au moins, si pas ajouter des personnels, mais faire en sorte que le processus soit moins assez exigeant en termes de temps et en termes de temps pour ceux qui vont, parce que c'est vraiment éprouvant. Merci beaucoup Christian Moleka. On en vient à notre premier sujet. Manix Yenda, l'état de siège a été décrété le 3 mai 2021. Il y a de cela 2 ans et 3 mois aujourd'hui. Mais pourquoi son évaluation intervient aussi tardivement? Je pense que sur cette question de l'état de siège, il faudrait faire appel à beaucoup de notions de l'État qui nous permettraient effectivement d'avoir une certaine clarté par rapport à la gestion de ces secteurs de la sécurité, parce que la République démocratique du Congo, au moyen de ses représentants, de nos dirigeants congolais,
ils ont la responsabilité d'assurer l'intégrité du territoire national, de garantir effectivement la sauvegarde de toutes les lignes frontalières de notre pays et d'imposer la paix sur toute l'étendue du territoire national. En parlant de l'état de siège, j'espère que nous ne perdons pas de vue que l'objectif majeur qui nous a permis de lancer cet état de siège, c'était avec l'idée, premièrement, de vaincre la guerre. Deuxièmement, de restaurer l'autorité de l'État, parce que un État qui est pris en otage par de groupes rebelles présente un certain nombre de difficultés pour même parler de l'effectivité de l'État. Surtout que le territoire est un attribut très important pour qu'on parle de l'existence d'un État. Et à la fin, l'objectif de l'état de siège, c'était aussi de restaurer la paix. Une paix durable. Une paix durable. Alors aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de faire, je pense, des efforts pour y arriver. C'est vrai que ces combats-là, c'est un défi très majeur qui demandera beaucoup de réalités, surtout des réalités d'ordre financier, parce qu'il faudrait mettre notre armée au point de faire la résistance et de repousser le groupe rebelle. Et surtout qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question de l'insécurité de la partie Est, il y a la dimension des États qui entrent dans la ligne de compte. Il y a l'État que nous considérons toujours comme un État instigateur, le Rwanda, que nous considérons comme un État qui sème la désolation au moyen du groupe M23. Et donc, il faudrait que la République démocratique du Congo, au-delà d'une guerre non conventionnelle, peut aussi considérer le Rwanda comme un État qui agresse, un État qui décrète la guerre contre la RDC. Surtout que dans la législation de notre pays, en commençant par la Constitution, on donne le cutus au président de la République avec la validation du Parlement qui donne l'autorisation au président de la République de décréter l'état de guerre ou l'état des sièges, et surtout que même dans la sphère internationale, parce qu'il y a même la Charte des Nations Unies qui parle de principe de la licéité de la légitime défense, qui reconnaît à chaque État la possibilité de rétorquer ou de réagir à n'importe quelle agression militaire ou agression armée utilisée par le groupe rebelle, le groupe terroriste ou par une armée conventionnelle. C'est donc, sur le plan juridique, la RDC a toute la possibilité de faire la guerre. Sur le plan politique, la RDC a tout intérêt de mettre en exergue de diplomatie, des politiques de diplomatie, de défense et sécurité afin de protéger l'intégrité territoriale. Sur le plan politique, la RDC doit disponibiliser les moyens pour doter en termes de logistique des sécurités, de logistique militaire, afin d'accompagner notre armée pour vaincre la guerre, restaurer l'autorité de l'État et installer la paix, comme nous l'avons dit au prologue de notre intervention. Et donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement, sous la houlette du président de la République, considéré comme le commandant suprême de forces armées de la République, essaye de se maintenir dans une dynamique d'accompagner l'armée. Cet état des sièges plusieurs fois prorogé au Parlement, est-ce qu'il a donné des effets ou soit de résultats escomptés? On ne peut pas parler en termes de résultats escomptés parce que la désolation continue d'élire domicile dans la partie Est. La guerre continue. On continue de tuer le compatriote congolais. On continue de prendre en otage les différentes parties de notre pays par le groupe rebelle. On continue d'outrager la souveraineté nationale de la RDC. Et donc aujourd'hui, nous sommes en pleine situation de guerre. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça va faire pratiquement plus d'une année que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une quelconque agression venant du Rwanda comme l'État instigateur. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est vrai, ça nous désole quand même parce que pendant que le gouvernement cherche à peaufiner des stratégies pour installer la paix, entre-temps, les Congolais sont morts. On continue de tuer nos Congolais. C'est comme ça que je voudrais que le gouvernement congolais, ensemble avec les présidents de la République, qu'ils essayent un peu de mettre toutes les batteries en marche afin d'arrêter cette hémorragie d'insécurité, parce que nous sommes déjà dans une année électorale. Comment on va aller aux élections
avec des zones d'insécurité. Comment les Congolais peuvent participer en ce qui concerne le choix de leurs futurs dirigeants aussi longtemps que ces Congolais n'auront pas accès aux urnes pour élire leurs candidats. Il y a certains, rapidement, je vous donne cette dernière question. Il y a certains observateurs qui pensent qui estiment que les objectifs de l'état des sièges n'ont pas été atteints et que cette mesure exceptionnelle a plutôt ruiné la situation sécuritaire dans l'Est. Je cite notamment l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui, dans une tribune publiée le 13 août dernier, il a indiqué que l'état de siège a davantage endeuillé la région du Nord Kivu et des Ituri. Il a par ailleurs souligné que c'est sous le régime d'état de siège que le M23 a attaqué Bunagana, conquis des pans entiers du territoire national, pendant que la Codeco a, de son côté, gagné plus d'épaisseur dans la criminalité sauvage. Qu'est-ce que vous en dites? Si M. Corneille Nangaa dit que l'état des sièges n'a pas obtenu de résultats escomptés, là, il n'a pas menti. Je viens de vous le dire que la guerre continue de prendre place sur le territoire congolais. Aujourd'hui, on continue de tuer les compatriotes congolais. La guerre continue. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que l'état de siège n'était que l'une des stratégies militaires que le gouvernement congolais a essayé de mettre en place. C'est vrai, il est important d'évaluer en termes de bilan le côté positif, tout comme le côté négatif de l'état des sièges, et c'est au gouvernement de voir s'il faudrait maintenir la même stratégie ou carrément migrer vers des stratégies nouvelles afin d'arrêter l'hémorragie. C'est vrai, aujourd'hui, les provinces de l'Ituri, le Nord Kivu, est sous la gestion militaire. Et vous savez que lorsque un territoire du pays est sous la gestion d'un militaire, nous sommes d'office dans une situation d'exception. Alors cette situation d'exception ne peut pas continuer pendant plus d'une année, parce que nous devons revenir dans l'ordre constitutionnel établi par le texte de notre pays, où il doit y avoir un gouverneur qui de surcroît est élu par des députés provinciaux, où il doit y avoir une assemblée provinciale qui doit travailler justement sur les questions de gouvernance et de contrôle par rapport à l'exécutif provincial. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine léthargie et une certaine lenteur dans l'action, mais au moins on peut continuer à faire confiance à notre armée et au gouvernement qui doit, de manière urgente, récupérer les différentes parties prises en otage par de groupes rebelles et instaurer la paix et faire revenir l'autorité de l'État. C'est par là qu'on parlera de la République démocratique du Congo comme un État souverain. Aristote Ngareme, votre lecture sur ces travaux qui se tiennent au Palais du Peuple, les travaux d'évaluation de l'état du siège au Nord Kivu. Merci, très cher journaliste. Bien que j'aime la diplomatie, mais je n'utiliserai pas la langue de bois à ce qui concerne l'état du siège et ses régimes. C'est que M. Félix Tshisekedi doit faire, toute affaire cessante. Il faut qu'il puisse prendre une ordonnance pour abroger l'état de siège. C'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. M. Félix Tshisekedi a échoué à travers son état de siège. Ça, il faut retenir. Pourquoi il a échoué? Il a échoué tout simplement parce que c'est par manque de préparation. En fait, on a initié l'état de siège sans pour autant réfléchir à profondeur. C'est cerner tout le contour. Raison pour laquelle il a échoué. Impréparation. Vous savez, la commission de défense de l'Assemblée nationale a auditionné 5 ministres autour de cette question. Le président de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale s'appelle le député Bertin Mubonzi. Il avait convié d'abord à l'époque, il était ministre de la Défense, ministre Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, il n'est plus, il était. Il avait également auditionné Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice, Monsieur Jean-Claude Mandongue, qui était vice-ministre de l'Intérieur, il n'est plus, Monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Monsieur Aimé Boji, dans une commission. L'Assemblée nationale voulait connaître le contour de cette opération, de cet état de siège. Le résultat, c'est grave. Qu'est-ce qu'on a retenu? D'abord, la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a clairement dit que ce n'était pas préparé. C'est fait d'une manière précipitée, sans réfléchir, sans un planning. C'est grave, on ne gère pas l'État ainsi, par essai-erreur. C'est le tâtonnement. C'est l'impréparation. On blague avec la vie des Congolais.
Vous décrétez l'état de siège, alors que l'Assemblée, à travers sa commission défense sécurité, vous dit clairement il y a eu de l'impréparation. La commission est allée encore plus loin pour dire ce qui suit. Plus de 70% des fonds alloués à l'état de siège détournés. Kinshasa défalque les fonds pour affecter à l'état de siège, mais on détourne ces fonds. Ce n'est pas moi, c'est la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Député Bertin Mobozi, il est vivant. C'est très grave. Détournement. En grosso modo, ce qu'il faut retenir, l'état de siège est un échec. C'est le chef de l'État n'a pas en effet mesuré la portée de ce qu'il faisait, j'ai l'impression. Vous voulez décréter l'état de siège sans pourtant maîtriser tout le contour. Donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a échoué sur le plan sécuritaire. Non, mais en réalité, oui. Sous contrôle de politologue qui est là. En fait, l'État, quand on arrive au pouvoir, on vous juge par rapport à des réformes, des politiques publiques mises en place. C'est à cela qu'on peut vous juger. Qu'est-ce que vous avez fait sur le plan sécuritaire? Vous avez fait quelle réforme? Quelle politique publique vous avez mis en place en effet pour atteindre vos objectifs? Mais sur le plan sécuritaire présentement, si on vous peint les tableaux sécuritaires de notre pays, vous essayez de lier ça avec le régime de M. Félix Tshisekedi, il a profondément échoué. Aristote, c'est l'introduction. Il ne faut pas voir, il ne faut pas seulement voir les côtés négatifs de l'état de siège. Voyez aussi les choses positivement. Il y a l'armée qui, dans plusieurs rapports, a fait savoir que l'état de siège a réduit sensiblement les trafics de minerais par les forces négatives. Il y a plusieurs territoires qui ont été également récupérés, n'est-ce Je pas? me pose la question si votre radio est suivi à Bounia. Si on nous suit également à Bounia. Oui. Je crois qu'on va vous répondre. Oui. C'est extrêmement grave, messieurs. Il ne faut pas dire ça. Je prends d'abord la route Mahagi-Bounia. C'est plus de 60 barrières érigées par les miliciens Codeco. Après l'état de siège, je dis Mahagi-Bounia. 60 barrières érigées par les miliciens. Mais nous sommes en plein état de siège. Vous voulez me parler de la récite, messieurs, s'il vous plaît. Je vous parle de RN27. Bounia et Mahagi, 185 km. Ça fait 3 jours que le milicien voulait récupérer ça. Je parle de Bounia et Mahagi, 185 km. Près de 25 km de Bounia. C'est très grave, monsieur. Vous voulez parler de la récite de l'état de siège? Mais c'est choquant. Je prends, parce que je me focalise sur Ituri, composé de 5 territoires. Mahagi, Aru, Djougou, Mambasa, Irumu. En ce moment précis, le territoire de Djougou, c'est le siège de Codeco. Alors que vous avez instauré l'état de siège. Vous voulez qu'on vous acclame? Donc, M. Félix Tshisekedi a échoué à travers son état de siège. S'il vous plaît. Vous savez, ce qui est encore choquant, c'est trop choquant, cher ami. On instaure l'état de siège. Bien qu'il y ait l'état de siège, mais les groupes rebelles ne font que se multiplier. On les appelle autodéfense. Ces groupes-là sont ingérables. Mais il y a état de siège, mais il y a prolifération, multiplication de groupes rebelles. Et vous voulez nous dire qu'on a réussi avec l'état de siège. En réalité, c'est M. Félix Tshisekedi qui a échoué. Ce qu'il faut faire, tout à faire, c'est ça. Et je pense que c'est l'objectif de cette table ronde. Oui. On a essayé de donner une forme pour encaisser la honte. C'est justement, c'est une forme qu'on donne à la table ronde. Et je suis fort convaincu, à la fin de cette table ronde, on dira que le chef de l'État a pris une ordonnance pour abroger l'état de siège. En effet, c'est ça justement. Parmi des résolutions, des recommandations de cette table ronde, c'est M. Félix Tshisekedi qui a échoué. Je partage la peine de mes frères de Bounia. Je connais le coin. J'y étais une fois. Je connais l'Est du pays. Je suis profondément choqué. Et on n'arrive pas au pouvoir pour tâtonner. Merci Aristote Ngari. Mais nous saluons en passant nos auditeurs de deux provinces sous état de siège, notamment ceux de l'Ituri, des Bounia en Ituri, mais également à Butembo, à Goma et à Massissi dans les Nord Kivu, où vous nous suivez en ce moment même. Et je viens à vous, Christian Moleka. Le Premier ministre, dans son allocution aujourd'hui, il a précisé que les participants à ces assises vont plancher durant ces 3 jours sur 3 propositions, à savoir le maintien de l'état des sièges, sa réqualification ou sa réqualification ou sa levée. Alors, selon vous, quelle serait la meilleure résolution à prendre entre les 3?
Déjà, il faut rappeler que cette table ronde est consécutive à une forte demande de la société civile et des élus du nord de l'Ituri qui ont longuement demandé une table ronde d'évaluation. Qui y prennent part. Exactement. Et qui exigent même sa levée. Parce qu'il y a une forte pression populaire au niveau du terrain, la société civile, et les élus sont sous pression, il y a trop de barrages, des tracasseries sous les routes, que ce soit par l'armée ou par les mouvements locaux, et donc cette pression populaire s'appuie également sur les élus. Nous sommes à quelques mois des élections, et donc tout député qui se respecte veut ramener sur le terrain le sentiment d'avoir apporté cette réponse populaire de lever l'état de siège. Et donc il y a une pression des élus, une pression qui va aller croissant aux élections. Deuxièmement, c'est que nous sommes à quelques 6 mois des élections. Et l'état de siège est un régime de restriction. On ne peut pas aller aux élections avec l'état de siège. Parce que comment on va battre campagne lorsque le régime d'état de siège encourage ou entretient l'administration est militaire, une restriction de la liberté d'expression, une restriction de la liberté d'association. Et donc on ne peut pas dans ces contextes-là aller aux élections avec l'état de siège. Et donc il fallait trouver une solution. Et la table ronde, c'est un dispositif qui permet d'aller vers ce résultat, soit de qualification, soit de lever l'état de siège. Moi je pense que l'option à trouver aujourd'hui, c'est je dirais le moyen terme. Il faut requalifier l'état de siège. Requalifier veut dire ramener le pouvoir civil au niveau des provinces, réduire l'aire opérationnelle de l'état de siège à des provinces ou à des territoires bien définis. On peut par exemple avoir une zone spéciale dans le Djougou qui reste un point important de Codego, et dans l'aire opérationnelle bien définie, on maintient les opérations militaires dans les zones rouges, dans les zones rouges, mais on remet le pouvoir civil au gouverneur, on remet les assemblées provinciales, et on permet, dans le cas de la campagne, que les populations puissent librement s'exprimer, les candidats également, et que nous ayons des élections dans un cadre de liberté. Je crois que c'est le moyen terme qu'on peut trouver. Et si l'on venait à requalifier l'état de siège, c'est-à-dire nous aurons maintenant 2 administrations, civiles et militaires. Non, mais il y a, prenez le cas de l'opération Artemis qui s'est tenue en Ituri également avec les Français en 2003. Déjà avec l'opération Artemis, il y a l'état d'urgence qui a été proclamé dans une partie de la République et qui a permis à ce qu'on garde le gouvernement civil à la tête de la province, mais dans les zones opérationnelles, il y a un commandement militaire. Rappelez-vous déjà qu'avant l'état de siège, il y a des opérations spéciales, l'opération Sokola 1, l'opération Sokola 2, où on avait des zones spéciales d'opération avec un commandement bien défini. Donc on peut reprendre le modèle des zones spéciales d'opération avec un commandement bien défini et un retour du commandement civil au niveau des provinces et l'Assemblée. C'est possible de trouver le juste milieu. Vous savez, il y a le chef de l'État qui, lors de la campagne électorale, je me rappelle, en 2018, il avait promis de ramener les élections à 2 tours, et cette promesse n'a pas été tenue. Et il y a de ceux qui disent que l'état des sièges lui profiterait plutôt, parce que s'il faut le lever, on doit lui faire pression de tenir sa promesse, alors que pendant l'état des sièges, il n'y a pas moyen de modifier la Constitution, c'est-à-dire pour ramener les élections à 2 tours. Par crainte, les mêmes observateurs pensent que au 2e tour, et les chefs de l'État risqueraient de perdre face à l'opposition qui va faire bloc. C'est vrai que le fait qu'il y ait état de siège constitutionnellement bloque également des réformes constitutionnelles qu'on pourrait apporter. Est-ce qu'on veut lever le siège parce qu'il y a une volonté de réforme constitutionnelle? Dans les contextes actuels, je vois très mal qu'on puisse modifier la Constitution. Peut-être après les élections. Mais je vois très mal dans les délais qui nous restent qu'on puisse avoir une réforme constitutionnelle profonde. C'est possible. La politique est l'art du possible, mais je ne vois très mal comment ça peut arriver. Par contre, il y a une volonté poussée notamment par l'opposition de voir la levée de l'état de siège pour permettre la liberté d'expression de certains. Il y a une pression populaire des mouvements citoyens. Rappelez-vous que durant l'état de siège, il y a 4 députés provinciaux qui ont été arrêtés, un député national, énormément de gens des mouvements citoyens, Lucha, parce que les critiques sur terrain sont énormes. La liberté d'expression il y a un activisme de la société civile dans le Nord Kivu que peut-être à Kinshasa on ne sent pas. Et aucun élu ne pourrait descendre sur le terrain, que ce soit de l'FCC ou de l'Union Sacrée sur le terrain, face à cette pression populaire sans amener un gain. Et donc la levée de l'état de siège, pour les élus, c'est un gain politique à ramener sur le terrain. Alors qu'on n'a pas répondu profondément à la sécuritaire, c'était déjà un gain à apporter. Et donc les élus ont intérêt à avoir cette réponse qui serait à moyen terme pour les citoyens, à défaut de ramener la paix. Donc il y a cette pression qu'il ne faut pas sous-estimer sur le dos des élus, notamment du nord et de l'Ituri. Et donc je retiens que vous n'êtes pas favorable à la levée de l'état de siège.
Parce que vous avez, Non, vous avez j'estime suggéré qu'on doit la requalifier l'état de siège. Oui. On ne doit plus la maintenir parce que non seulement c'est un régime d'exception, or nous sommes dans une forme de permanence de l'exception, parce que nous sommes passés d'une possibilité de rallonge de 3 mois à 55 prorogations. Nous sommes à plus de 50 prorogations. Et donc nous ne sommes plus dans l'exception, nous sommes dans la permanence de l'exception. Donc on ne peut pas accorder ça. Vous avez suivi le chef de l'État qui a dit que cette mesure exceptionnelle n'a pas vocation à s'éterniser. Elle s'est déjà éternisée. Oui. C'est là, laisse entrevoir que au terme de ces travaux, on peut aboutir à. Mais parce qu'il y a des aspects qu'on n'évoque pas ici. La levée des Il y a des aspects qu'on n'évoque pas ici. Imaginez qu'aujourd'hui, les dossiers sont traités par les juridictions militaires. Il y a énormément de dossiers qui sont bloqués dans les juridictions civiles parce qu'on ne peut pas siéger. Et donc, des gens qui avaient des contentieux qui sont bloqués sous pression, et on ne parle même pas de développement parce que l'administration militaire n'a pas pour vocation de développer les provinces. Donc, ça fait 2 ans qu'on a gelé la problématique de développement dans le nord Kivu, l'Ituri. Parce que les militaires sont essentiellement là pour les réponses sécuritaires. Même si on commence à voir des généraux qui inaugurent des petits ronds-points, des routes, mais ils ne sont pas là pour ça. Donc pendant 2 ans, on n'a pas pu parler de développement, on a parlé uniquement que sécuritaire. Et donc on a enfoncé encore les vulnérabilités dans la province. Il est logique qu'on revienne à la gouvernance civile pour permettre de ramener les problématiques de développement, de permettre aux juridictions civiles de fonctionner clairement et de restreindre l'action opérationnelle parce qu'on est dans une zone où on a besoin d'une présence militaire importante. Je prends un élément. Nous sommes en train d'aller vers les élections. On connaît les enjeux communautaires du contrôle du processus électoral. Vous prenez l'Ituri notamment, entre le Lema et les Hindous. Donc si les élections, qui sont un facteur d'accélération de la violence, ne se tiennent pas dans les bonnes conditions, il est risqué qu'au sortir des élections, nous ayons à nouveau une violence communautaire liée au processus électoral. Et donc une opération militaire sur terrain est nécessaire pour calmer l'ardeur qu'on peut avoir après les élections sur les tensions communautaires liées au processus électoral. En même temps, il faut le requalifier pour remettre le pouvoir aux civils et permettre qu'on ait un cas d'expression plus ouvert dans les cas des élections à venir. Merci Christian Moleka. Manik Siyenda, le chef de l'État convoque ces travaux parce que c'est sur son instruction que le Premier ministre tient ses assises. Il les convoque justement à 6 mois des élections, sachant qu'il y a des électeurs qui se trouvent sur ces coins. Et pourquoi il a attendu la veille des élections pour évaluer l'état des sièges? Je pense qu'il faudrait réfléchir dans le contexte d'un État. Nous sommes un État. Au-delà de l'aspect définitionnel de l'État, on parle de l'État parce que les éléments qui constituent l'État existent, en l'occurrence la population, la souveraineté et un pouvoir qui exécute en termes de décisions le pouvoir de protéger l'État. Mais lorsque on parle de l'État, l'État a 2 missions principales. La première mission de l'État, c'est ce qu'on appelle la mission de l'État gendarme, État policier. L'État gendarme est un État qui a pour responsabilité assurer la sauvegarde de l'intégrité territoriale, protéger les Congolais ainsi que leurs biens, protéger les lignes frontalières, comme je l'ai dit au prologue de mon intervention. Mais aussi, il y a la mission de l'État-service, ce qu'on appelle État-providence. C'est-à-dire l'État-providence, c'est cet État qui doit s'est transformé en un opérateur du développement économique afin d'assurer une vie sociale paisible au bénéfice de sa population. Alors, comme État gendarme, l'État a la responsabilité de protéger les lignes frontalières. D'abord, en parlant de l'insécurité de la partie Est, ne perdons pas de vue certaines réalités qui entrent dans la ligne de compte. La première réalité, c'est que la République démocratique du Congo est le pays le plus riche en termes de ressources, des ressources premières, les ressources naturelles au niveau de la sous-région. Ce qui fait de notre pays le pays le plus convoité par rapport aux États qui nous entourent. Encore que nous avons au moins 9 voisins qui nous entourent, ce qui alimente de mauvaises intentions de pouvoir créer de la désolation sur le territoire congolais afin de tirer des dividendes économiques. C'est comme ça qu'on parlerait de la guerre asymétrique parce qu'il y a plusieurs connotations qui entrent dans la ligne de compte. Il y a un autre aspect, c'est le double agent ou la double réalité que nous voyons aujourd'hui dans cette histoire de la guerre de la partie Est. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Congolais que nous considérons comme Congolais, mais qui sont de mèche avec le groupe rebelle afin de créer de la désolation dans le territoire congolais. Et donc, le gouvernement congolais, au-delà du fait
ils essayent de s'appuyer sur le levier de la sécurité et défense en accompagnant l'armée nationale, mais on doit aussi travailler par rapport aux politiques de toilettage au niveau interne. Aujourd'hui, on parle du procès Mona Chouchou, de choses qu'on n'a jamais connues dans le temps. Pourquoi? Parce que les pays a été infiltré au plus haut sommet de l'État. N'est-ce pas que vous avez entendu au niveau du Parlement le président de la Chambre basse, Monsieur Mbosso, qui disait aux députés nationaux, les représentants du De peuple, quitter les groupes armés. quitter les groupes armés. Manix, puisque vous parlez des attributions de l'État, mais il y a ceux qui pensent que l'État sous Félix Tshisekedi est désarticulé et a failli, cet État a failli, n'arrive pas à sécuriser sa population et assurer l'intégrité territoriale. Il y a même, je reviens encore sur Corneille Nangaa qui appelle le gouvernement Sama Lukonde à déposer sa démission par rapport à cela. Moi, je ne voudrais pas rester dans le guéguerre politique ou dans les collusions politiciennes entre acteurs politiques. On sait comment les acteurs politiques se comportent vis-à-vis de questions de l'État. Chacun veut tirer les draps de son côté pour justifier effectivement la posture politique, soit de son parti ou soit de son leader politique. Mais moi, je voudrais aussi que M. Corneille Nangaa essaye de commenter sur la récente déclaration de M. Museveni sur Joseph Kabila. Un président de la République en exercice qui porte son doigt sur Joseph Kabila en le traitant comme quelqu'un qui a été des mèches en termes de financement, bien sûr, des ADEF. Vous imaginez que le Congo, à une certaine époque, a eu un président, mais qui a été des mèches avec de groupes rebelles. Ça, c'est une grande déclaration. Et nous devons être sérieux par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà entendu M. Corneille Nangaa émettre son point de vue par rapport à ça? C'est ça, au fait, la politique au Congo. Lorsque nous faisons la politique, nous ne considérons pas le Congo comme les dénominateurs communs. Depuis que nous avons fustigé le comportement nocif de M. Paul Kagame, qui aujourd'hui est l'instigateur, parce que c'est lui qui est à la tête du Rwanda, le pays agresseur que nous considérons aujourd'hui par rapport à la RDC. Est-ce que vous avez déjà entendu, parce qu'on parle de Joseph Kabila, ce n'est même pas une manière d'invectiver sur Joseph Kabila, mais est-ce que vous avez déjà entendu Joseph Kabila fustiger le comportement ou les attitudes de Kagame tout en citant son nom? Il a toujours brillé par son silence assourdissant. Non, mais qui est congolais et qui ne l'est pas? Parce que la question de la sécurité, c'est une question qui doit transcender la dimension de clivage, la dimension de tendance. Parce que au-delà de nos partis politiques, nous tous, nous avons comme dénominateur commun le Congo. S'il vous plaît, permettez-moi de continuer une seconde. La parole doit tourner, en fait. Je ne refuse pas. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, j'ai entendu mon frère du PPRD, Aristote Ngarimé, qui veut à tout prix que l'état des sièges soit levé. Encore une fois, il ne suffit pas de lever l'état des sièges. Il ne suffit pas de remplacer le gouvernement militaire au gouvernement civil pour faire effectivement revenir l'état normal, parce que nous sommes dans une gestion d'exception. Mais il suffit d'arrêter d'abord l'hémorragie. Tant que l'on continuera à tuer les Congolais, à quoi servirait le gouvernement civil? Croirez-vous vraiment que le gouverneur civil, lorsqu'il va répondre son fauteuil de gestion, c'est lui qui va mettre fin à l'insécurité qui a élu domicile dans la partie Est? Je ne pense pas. C'est en cela que je suis d'accord avec mon frère Christian Moleka. Parce que vous savez, dans ce débat, il ne suffit pas de fustiger, il ne suffit pas de critiquer. Il faut être à même aussi de proposer des idées pour aider l'État, effectivement, à pouvoir résoudre cette question. Parce que le parti politique que nous sommes, nous avons la responsabilité. J'ai entendu, on parle de politique publique. Mais quelles sont les politiques publiques du PPRD en tant que parti qui participe à la consolidation de la paix afin, effectivement, de proposer son offre politique de qualité sur cette question de la sécurité et défense. Il ne suffit pas de dire que Kabila, disons, Tshisekedi part, ou encore que le gouvernement Sama dépose pour que c'est lui qui veut remplacer Tshisekedi ou Sama Lukonde vienne le remplacer. Et donc je comprends que, selon vous, s'il faut venir à bout de cette insécurité quasi interminable, il faudra donc lever l'état du siège et renforcer l'effectif militaire dans cette zone en conflit. Je vous ai dit au début de mon intervention que l'état de siège n'est que l'une des stratégies militaires adoptées par le gouvernement congolais. Si, après avoir fait le bilan
de l'état des sièges et que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de résultat escompté, il n'y a pas d'efficacité en termes de résultats, soit au gouvernement d'opérer le choix de lever l'état des sièges ou encore de réadapter, comme l'a dit Christian Moleka, afin effectivement de voir quelles sont les nouvelles stratégies que nous pouvons mettre en exergue pour résoudre le problème de l'insécurité. Mais le plus important, c'est utiliser l'armée. Parce que l'État n'a comme moyen pour sauvegarder l'intégrité territoriale que son armée. Et vous savez, je finis par là, lorsqu'on parle des armées les plus puissantes du monde, il y a 3 critères qui entrent dans la ligne de compte. Notamment, il y a le critère de l'effectif militaire. Ce qui est évident, vous savez, en termes d'effectif militaire, la RDC a un certain avantage parce que nous avons un effectif militaire qui va au-delà de plus de 150 000 militaires. En termes d'effectifs, nous sommes 5e en Afrique après l'Érythrée, après le Soudan, après l'Égypte et après le Maroc. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons capitaliser cet atout en termes d'effectifs pour vaincre l'ennemi. Le deuxième facteur, c'est le budget. Parce que vous ne pouvez pas vaincre la guerre tant que vous n'avez pas de moyens. Merci. Quelle est la rubrique budgétaire prévue pour l'armée afin de doter... Merci Manix. Non mais... Excusez-nous, nous courons après les temps. La parole a tourné. Excusez-moi de vous interrompre. Alors, Aristote Ngarimé, au-delà de la levée que vous prônez, que vous demandez au président de la République, la levée de l'état des sièges bien entendu, quelle autre proposition feriez-vous pour justement éradiquer, endiguer cette insécurité qui bat son plein dans l'Est de la RDC? Merci, très chers journalistes. Puisqu'on parle de l'État, on a exposé ici c'est l'État, ainsi de suite. Vous savez, d'après la conception européenne, si je me réfère du traité de Westphalie de 1648, quand on a érigé ce qu'on appelle l'État. L'État a été mis en place comme une superstructure pour absorber les crises, absorber le problème. Vous voyez, quand un État n'arrive plus à absorber le problème, à éradiquer l'insécurité, c'est alors qu'on dit c'est un État fragile, un État failli, un État dépassé, un État démissionnaire. D'abord, dès par la conception de l'État, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'État congolais, c'est un État fragile, un État failli, un État défaillant. Quand on parle de l'État fragile, c'est tout simplement les caractéristiques que nous avons de la RDC. Vous avez un territoire, il y a un coin où vous n'arrivez pas à chasser le rebelle. Un État où les groupes rebelles font la loi. À ce moment-là, vous êtes un État fragile. Donc, M. Félix Tshisekedi est à la tête d'un État fragile. Nous avions cru qu'il était venu faire de la RDC, l'Allemand de l'Afrique, ou soit Japon, je ne sais pas, tout ce qu'il a promis aux Congolais, mais il est à la tête d'un État fragile, incapable de déloger le groupe rebelle, incapable d'avoir une recette sécuritaire cohérente pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Mais sous Joseph Kabila, sous Joseph Kabila, le groupe rebelle, en fait, on toujours fait parler on a cité Kabila ici. Oui. Je dois citer Kabila. Ne pensez pas que je suis venu. On a cité Kabila. Je dois répondre. On a cité Kabila. Je vais répondre. Mais la situation ne semble pas évoluer. Donc, Tshisekedi a hérité de la même situation. Félix Tshisekedi était venu faire mieux que Kabila et le PPRD. Il est venu pour corriger le PPRD. C'était ça son discours. Vous aviez échoué sur toute la ligne, vous avez mal organisé les élections. Il a même parlé de Bic Rouge. Sur le plan sécurité, vous avez échoué. Leurs adeptes sont allés plus loin pour dire si les choses n'évoluent pas à l'Est, c'est parce que Kabila est tanzanien, Kabila est burundais, Kabila est rwandais. Non, ça il n'a pas dit. Non, écoutez. Tshisekedi n'a pas dit ça. J'ai dit les adeptes de M. Félix Tshisekedi. D'accord. Nous avions cru qu'une fois Félix Tshisekedi au poste, on ne parlerait plus de l'insécurité à l'Est. Parce que selon ces adeptes, les discours que j'entends, c'est Kabila qui bloque, il est tanzanien, il est ainsi dessus. Mais aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir, mais il y a insécurité. On a tenté avec l'état de siège, c'est un échec. Donc, ce qui revient à dire, le problème c'est de restaurer l'autorité de l'État, faire d'un État puissant, fort. En quoi faisons je vais arriver. Il y en a de la matière, ne vous en faites pas. Allez-y rapidement. Ça manquerait même de criches. Il y en a de la matière, ne vous en faites pas. Donc, ce qui revient à dire, le vrai problème aujourd'hui, c'est faire de l'État un État fort et puissant. Puisque vous parlez de Kabila, chers messieurs, puisque vous citez Kabila, vous faites des références à Museveni. D'abord, je me pose la question, vous, État que Congolais, comment est-ce que vous donnez de la considération au propos de Museveni? Comment est-ce que vous prenez ce messieurs-là comme un homme crédible? Connaissez-vous la théorie de Museveni ici, la RDC? Aviez-vous déjà lu la thèse ou les écrits de Museveni ici, la RDC?
tout ce qu'il a toujours pensé, c'est la RDC. C'est très grave. Vous voulez dire que vaut mieux Museveni que Kabila? Vous vous accrochez à Museveni et vous voulez ici nous faire passer les propos de Museveni, monsieur. D'abord, monsieur, moi je suis de la province orientale. Vous allez me répondre, c'est pas vous, quelqu'un qui vient répondre. La Cour internationale de justice avait tranché sur le contentieux RDC-Ouganda. L'Ouganda devrait payer une somme importante à la RDC parce que je suis de la province orientale. Jusqu'à présent, votre président, notre président, il est allé signer un accord avec Kagame, avec Museveni. Jusqu'à présent, on n'a jamais donné le fonds qu'il fallait aux gens de Kisangani. Il nous suit enseignement précis. Et c'est un tel monsieur que vous voulez aussi dire Museveni a dit. Museveni a dit. Museveni a dit. Non. Quelqu'un de Kisangani ne va pas laisser passer de tels propos. Donc, on ne peut pas ici donner de crédit à ce qu'a dit Museveni. Donc, ce qui revient à dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut réellement faire. Écoutez, je donne des pistes de solutions. Mon ami de... En fait, il est pas de l'Union sacrée parce que je ne sais pas comment le charger parce qu'il n'est pas de l'Union sacrée, il ne porte pas. Tu peux me charger en tant que Congolais, il n'y a pas de problème. Je peux mon ami pense, je ne sais pas par quelle audace, je ne sais pas par quel paramètre, il pense que nous de l'opposition, nous n'avons pas de recettes à proposer. Comme nous sommes en cours d'idées. Non, écoutez, s'il vous plaît, c'est que vous vous trompez. Comme si nous sommes en cours d'idées. Nous, on n'a pas de recettes à donner et que vous avez autant. Donc, c'est très grave. Merci. Ce qu'il faut faire d'abord, premièrement, je dis ici, j'y reviens. L'État, restaurer l'autorité de l'État. L'État, en effet, l'armée, la sécurité, ça c'est connu de tous. Mais le plus important, c'est le fait que nous avons un président qui n'a pas une vision clairement définie sur le plan sécuritaire. Donc le vrai problème, c'est Félix Tshisekedi. Parce que lui-même, il incarne un courant de pensée, un courant de réflexion, où on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait réellement. Si vous posez la question à M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il en pense sur le plan sécuritaire? C'est un flou et nous ne savons pas. La seule justification, c'est Kabila, 18 ans. Merci. Kabila, PPRD. Comme ici, il n'y a pas de cerveau pour réfléchir sur le plan sécuritaire. Merci Aristote Ngari. Mais Christian Moleka, comment entrevoyez-vous la suite de ces travaux en cours et aussi de décisions à prendre sur l'état des sièges? Ce n'est qu'un petit pas pour mettre autour de la table la société civile, les leaders locaux et l'État et de trouver une nouvelle voie. Mais ce n'est qu'un petit pas parce que le chemin à faire, il est très long. À côté de l'état de siège, il y avait un mécanisme qui a été mis en place qui s'appelle le PDRSS, qui devait accompagner par le processus de désarmement, de réinsertion. Mais si vous regardez l'efficacité de cette structure, elle est également à remettre en question. Combien de fois on a approché les miliciens, on a parlé avec eux, on les a même casernés, puis ils sont retournés dans la forêt. Donc il y a beaucoup de dimensions à remettre en question. Il faut remettre en question le PDRSS. Le leadership de Tommy Tambwe avait été contesté dès le départ par la société civile, qu'il s'agisse au niveau local, qu'il s'agisse des partenaires, mais l'égard est toujours maintenu jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait voir notre capacité de financement, et puis après, il faut revenir sur des questions fondamentales. En parlant de PDRSS, il y a de ces groupes armés qui s'étaient rendus et ils ont repris les armes justement parce que le gouvernement ne les a pas bien pris en charge. C'est-à-dire vous avez un programme de DDR qui manque en financement. Ouais. Et donc tant que vous ne financez pas ce programme-là, on peut caserner les militaires. Lorsqu'ils ont faim, ils répandent les armes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à même de financer ce programme. Nous, les politologues, nous avons fait un atelier en 2021 sur la gouvernance sécuritaire. Et en 2021, nous avions demandé que le budget alloué à la problématique DDR soit pris en charge par l'État congolais et que nous arrêtions de dépendre des partenaires qui promettent et qui ne donnent pas. Malheureusement, au moment où nous discutions, le Parlement votait le budget et c'est à peine 5 milliards de francs congolais qui avaient voté à l'époque par le Parlement pour le PDSS. Donc ils sont en manque de ressources. Et sans ressources, ils ne peuvent pas travailler. On peut bien réunir les miliciens, mais il faut les nourrir. Parce que quand vous les casernez, il faut les nourrir. Sinon, ils vont retourner. Donc il y a ces problématiques qu'il faut régler, mais il faut aller plus loin. Vous savez que la guerre dont nous parlons ici, c'est une guerre importée. Mais le Congo est faible en lobbying. Nous n'arrivons pas à faire ce lobbying à l'international pour que les silence acteurs, parce que nous parlons que des acteurs locaux, nous parlons du Rwanda, de l'Ouganda, mais les silence acteurs, les acteurs silencieux là, qui sont à l'origine de la guerre, que ce soit au niveau de l'Europe ou les multinationales. Ou les multinationales là, pour les toucher, c'est du lobbying. Et le Congo est très faible parce que nous ne savons pas mettre de l'argent pour le lobbying. Il y a énormément de cabinets de lobbying à l'étranger qui travaillent pour les intérêts de ces pays voisins là. Et malgré les rapports fournis par des experts des Nations Unies, la situation ne semble pas améliorée. Mais les rapports, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les sacs de décision à moins de lobbying. Ça demande de l'argent. Malheureusement, quand il faut mettre de l'argent pour faire le lobbying, le Congolais, nous ne savons pas mettre l'argent
pour faire le lobbying. Nos pays voisins sont très forts pour mettre les moyens pour faire le lobbying et vendre l'image d'un Congo faible, fragile et soutenir ce combat-là. Prenez par exemple, je donne un élément précis. Les services de renseignement rwandais ont fait un travail, ça a été publié par Afrique Intelligence, où ils ont présenté comment nos militaires, nos commandants militaires travaillent avec le FDLR. Ces rapports ont été vendus par les services de renseignement rwandais et ces services ont participé à aller vers les sanctions que nous sommes en train de voir avec nos officiers militaires. Mais comment notre Congo, notre service travaille en termes d'échange avec notre service pour vendre cette diplomatie des services-là? C'est ça, ce niveau de lobbying-là qu'il nous faut également travailler, à côté des réformes profondes de l'État, parce qu'on ne peut pas, on peut pas chasser de la sécurité sans réforme profonde de l'État. Et je finis par là. Le Congo, notre pays, n'a pas de doctrine militaire. Notre pays n'a pas de doctrine militaire. Donc il y a des questions de fond sur lesquelles nous devons travailler pour faire les réformes de l'armée. Merci beaucoup Christian Moleka. On va souffler un peu, nous rendons l'antenne à la régie commerciale et on reviendra juste après pour lire le message des auditeurs. Et voilà, nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Manix Ienda, c'est un analyste politique. Je suis également avec Aristote Ngarimé, cadre du PPRD et communicateur de ces partis de Joseph Kabila. Et enfin, je suis avec Christian Moleka, c'est un analyste également politique et coordonnateur national de la DIPOL, dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. On va passer maintenant à la lecture des messages des auditeurs. Nous commençons avec celui-ci qui dit « Bonsoir ma radio, je me demande si un Congolais sérieux peut gober les analyses de notre frère Manix avec 3 discours différents dans moins de 5 ans. La transhumance ne paye pas, Toms depuis Kimbanseke. » Bonjour RTGA, je félicite Moleka pour son analyse. C'est un homme intéressant, mais Aristote est subjectif et haineux. C'est Rocky à Roski Angiringiri. Autre message. Bonsoir RTGA, je suis faux prophète, mais j'ai dit Monsieur Aristote est un tireur de ficelle. On prend les messages de cet auditeur qui dit bonjour ma radio, merci Angarimé pour les analyses. L'état de siège n'a pas abouti. Merci. Et donc il faut l'élever ou faire la guerre. Pour l'élection, je suis toujours d'accord sur Fayoulou parce que Monsieur Kadima a lingué élection il y a bientôt Poto Bengana UDPS. Message d'ingénieur Dieu Lukoko depuis Massina. Salut Moses, la cacophonie au sein des institutions actuelles affiche une image d'un régime qui n'a pas 2 pieds sur terre. Message non signé. Bon après-midi Christian Moses, état des lieux sur l'état de siège. Ils sont réunis pour voler l'argent des Congolais. Message de Dessi depuis Bassoko. Bassoko c'est où? À Kisangani? Merci. Un message depuis Kisangani. Autre message. Bonjour en débrief, c'est Moïse Angaliema, notre compatriote Aristote Ngarimé, dont je regrette son désistement, doit savoir que le PPRD est la source de nos malheurs et fait un tour à l'UPEN pour voir la construction et les enseignants ont reçu leurs primes. Voilà. Dernièrement, vous avez médité pour le paiement des enseignants. Autre message. Bonsoir RTGA. Je demande de dire à votre invité du FCC de se taire pour l'amour du pays congolais. Nous, le peuple congolais, nous avons une plaie non cicatrisée que le FCC nous a blessés et qui laisse à l'aise pendant qu'il se bat pour déterrer la RDC longtemps enterrée par la FCC. Pardon, qui se taise, qui laisse Fachi à l'aise, il a corrigé. Autre message. Bonjour ma radio. L'état de siège est un échec et cet échec était prévisible car il était mal déclenché. Voilà la politique des tâtonnements de ces régimes. Maître Zachary. Bonsoir ma radio. L'état de siège c'est un échec, voulait-il dire, et tâtonnement, plus d'argent détourné, c'est Blanchard à Kinkole. Et voilà, on ne sait pas lire de messages qui affluent notre standard, il y en a plein qui entrent. Désolé, nous avons pris juste un échantillon et le deuxième sujet, faute de temps, on sait l'aborder, nous le mettons dans le frigo. Je vous donne, Manix, juste 10 secondes pour conclure. Qu'est-ce que je vais conclure en 10 secondes? En un mot. Je ne peux pas conclure en un mot. L'émission est terminée.
Je préfère ne pas parler que de parler en 10 Alors, secondes. je vous donne 15 secondes, alors allez-y. 15 secondes, qu'est-ce que je veux dire en 15 secondes? Merci Aristote, allez-y. Vous prenez les 15 secondes. Ce que je peux dire, Mm. je pense que maintenant c'est clair. Mais c'est Félix Tshisekedi a échoué. C'était une erreur de l'histoire, une parenthèse politique malheureuse qu'on doit fermer. Organiser des élections transparentes, inclusives pour oublier M. Félix Tshisekedi. Il a échoué sur toute la ligne. Une erreur de parcours. Merci. Donc, le PPRD réitère sa position échangée. Nous ne sommes pas concernés par les processus électoraux tels qu'initiés par Denis Kadima. Nous exigeons le bureau de la CENI consensuel. C'est alors que nous viendrons nous enrôler. Merci beaucoup. Merci. Christian Moleka, vous concluez également. 15 secondes. Il nous faut refonder l'État. Nous avons longtemps participé à liquéfier l'État. Il faut refonder l'État. Ça demande des réformes en profondeur sur tous les secteurs. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine qu'il nous faudra faire. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Christian Moses Massonga qui vous parle de la présenter sous le concours technique d'Engos Masela qui était à la régie FM, mais également Francis Nsiamundele et Guillaume qui étaient derrière les images, derrière la caméra. Une émission que vous allez également suivre demain, mardi à 18h sur RTGA Award à la télévision. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.